Oui, je suis désolé de faire la publicité pour mon livre, mais comme les gens racontent n'importe quoi sur ce que je dis, vous savez, je maîtrise parfaitement ce que je dis. Vous avez remarqué que je donne extrêmement peu d'interviews et seulement à des gens qui n'essaient pas de me piéger ou de me poser des questions qui rediffuseront en ayant découpé des choses à l'intérieur. Et donc, 100% de ce que j'ai dit sur notre chaîne YouTube, je l'écris ensuite et vous pouvez regarder tout ce que j'ai dit. Et là-dedans, donc comme j'ai un de mes très bons amis qui était à l'Académie des sciences, et il m'a dit, mais Didier, on le sait pas, donc il faut que tu en reparles parce que on connaît pas ce livre et les gens disent n'importe quoi, rapportent que tu as dit n'importe quoi. Donc c'est très important que tu aies fait, ça s'appelle verbatim, c'est-à-dire chacun des mots que j'ai prononcés est dans ce livre, y compris ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, y compris ce que j'ai dit devant le Sénat. Et donc ça, ce sont mes textes intégralement. Et bien sûr, ça s'est arrêté en décembre 2020, le suivant, qui couvrira l'année 2021, est en cours d'impression. Et vous pourrez lire tout ce que j'ai dit, et ça évitera aux gens de raconter des bêtises, ce qui est devenu une manie dans ce pays. Voilà. Professeur Didier Raoult, est-ce que le Covid tue toujours autant aujourd'hui ? Alors, il faut regarder. Alors, bien sûr, il y a des données sur lesquelles je reviendrai, qui sont des données publiques en France et dans le monde. Mais globalement, la question qui se pose actuellement, et que je crois être très importante, c'est qui meurt du Covid et maintenant en France, qu'est-ce qui se passe ? Alors, toutes les données que je vais vous présenter aujourd'hui, aussi surprenantes qu'elles puissent vous paraître, ne sont que des données qui sont tout à fait officielles. C'est pas les miennes, c'est des données officielles. Premièrement, ça c'est l'INSEE, c'est-à-dire c'est ceux qui surveillent la mortalité, et donc vous voyez que, y compris par rapport à 2019, il n'y a jamais eu de surmortalité chez les gens de moins de 50 ans. Zéro. Il y en a eu moins de morts, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit, et là ça c'est les derniers mois, c'est-à-dire depuis juin, vous voyez, il y a eu aucune surmortalité et la mortalité va plutôt en descendant avec la bonne nouvelle, c'est que même chez les plus de 85 ans, grâce, c'est le point positif de la gestion de cette crise, même il y a une diminution chez les plus de 85 ans qui est due au contrôle des EHPAD. Encore une fois, sur les données qu'on a, qui ont été entièrement analysées, celles de 2020, la moitié des morts étaient en EHPAD. D'accord? Donc c'est eux qui meurent, et c'est pas une donnée qui nous est propre. Là, c'est les données maintenant aussi, les dernières données qui viennent d'Ontario, qui ont un système de veille sanitaire extrêmement intéressant et qui publient leurs données. Et vous voyez ici, ça c'est le nombre de personnes qui sont ici le nombre de personnes hospitalisées, vous voyez le pourcentage de personnes hospitalisées avec les vaccinés et les non vaccinés. Ça c'est les vaccinés en bleu et les non vaccinés en gris. Vous voyez qu'il y a des vaccinés et des non vaccinés qui sont hospitalisés et qui sont en réa. Donc des gens qui disent il y a pas de vaccinés en réa, il y a pas de vaccinés qui sont morts, c'est faux. Nous, je peux vous dire qu'à Marseille, il y a eu 12 morts depuis un mois. Chez les gens de moins de 65 ans, il y en avait la moitié qui avaient reçu au moins 2 doses vaccinales. Donc ça ne met pas à l'abri, en particulier les immunodéprimés. Il y a une proportion, et là, effectivement, vous voyez les morts, toujours en Ontario, vous voyez, ce sont toujours les mêmes groupes, c'est-à-dire les plus de 50 ans, et à l'intérieur, bien entendu, dans ces groupes, il y a même si une majorité n'est pas vaccinée, vous avez des gens aussi qui sont vaccinés, donc le vaccin offre une protection, mais pas une protection totale, et j'y reviendrai. Le vaccin, ça n'est pas magique. Voilà, le vaccin, ça n'est pas magique du tout. Donc je pense que d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, mais je vais vous remontrer quelques autres éléments à propos de ça. Le vaccin a-t-il un effet au niveau des individus ou bien au niveau de l'épidémie ? Alors, au niveau des individus, comme je vous l'ai montré, on a l'impression, avant le Omicron dont je vais reparler, que il y a une protection vis-à-vis de l'hospitalisation en réa et la mort. Elle n'est pas totale,
Et donc ceux qui disent qu'elle est totale font de la propagande, c'est pas de la réalité. Je vous l'ai dit, les données ne sont pas ça. Ils montrent qu'il y a une protection. Nous, on a évalué que cette protection était à 50%. Je pense que c'était raisonnable jusqu'à Omicron. Le problème de Omicron, c'est qu'il n'y a pas ou extrêmement peu de réanimation et pas de mort. Pour les premières études qui sont sorties. Donc, c'est difficile de protéger contre la mort si on meurt plus du tout quand même. Donc, c'est un discours. Je reviendrai sur cette question de la propagande versus l'information, mais c'est pas réel. Ce qu'on voit actuellement nous, alors ça c'est nos données là. Ce qu'on voit nous, c'est que maintenant, vous voyez le taux de protection chez les gens qui se présentent chez nous, et donc ici entre 800 et 900 personnes, eh bien le pourcentage de positifs est comparable chez les vaccinés et chez les non vaccinés. Donc, avec cette épidémie d'Omicron, on voit pas, avec le biais que représente, bien sûr, le fait des gens qui viennent se faire prélever ici. Enfin, ça fait beaucoup. Ça représente une proportion importante. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative pour les gens qui se présentent entre le nombre de positifs qui est aux alentours de 30%, chez les vaccinés comme chez les non vaccinés. Donc, pour ce virus-là, et encore une fois, je répète, les virus sont pas des objets inertes, hein, c'est des choses qui sont différentes les unes des autres, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des différences entre les uns et les autres. Alors, ce tableau est un tableau un peu compliqué, mais c'est un tableau qui est intéressant parce qu'il montre la proportion des gens vaccinés en fonction du variant. Nous, on analyse tous les variants des gens qui sont ici. On fait ça depuis le début. On était les premiers à faire ça et même à dire qu'il existait des variants. Il a fallu, c'est 3 mois après qu'on ait commencé, nous, à parler des variants, et ici même, sur notre chaîne, que le reste du monde s'est rendu compte qu'il y avait des variants. Jusque-là, personne n'en s'était rendu compte, et il y a même des gens qui disaient que les variants n'existaient pas, ce qui est quand même une méconnaissance de la virologie qui laisse pantois, qui montre l'état de ce pays sur la connaissance. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion sur tout, mais sur tout ça manque beaucoup de virologues, parce qu'un virologue normal ne dit pas que les virus ARN ne mutent pas et qu'il n'y a pas de variants. C'est un déni de connaissance qui laisse pantois, quoi. Hein, quand on a la grippe tous les ans, quand on a fait c'est que cette histoire, hein, quand on a travaillé sur les virus ARN, on peut pas penser qu'ils passent pas leur temps à muter et à créer des sous-variants. Enfin, ça n'est pas sérieux. Voilà. Donc, cette analyse de ce qui s'est passé, ça montre que tout ça n'est pas sérieux, ça manque de connaissances, et comme il y a une hostilité vis-à-vis de ceux qui sont connaissants, c'est-à-dire nous, eh bien, on est dans une difficulté considérable. Donc, on félicite en permanence tous ceux qui ne sont pas, ceux qui savent, et ceux qui savent sont pénalisés. Moi, mes collaborateurs sont pénalisés. Bon, on m'a foutu dehors alors que j'étais le médecin le plus capé de toute la France. Quand même. Donc, c'est des choses. On peut pas dire qu'on nous traite bien quand on sait. Hein, quand même, on déteste plutôt ceux qui savent que ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, ils peuvent raconter des bêtises du matin au soir, à la fin, qui est la Légion d'honneur, je sais pas si on donne des primes en plus, des primes à l'erreur, c'est bien possible, c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous voyez ici, c'est très spectaculaire. Alors, celui qui sévissait le plus en décembre, janvier l'année dernière, c'était Marseille 4, mais il n'y a pas de vaccin, donc il y avait 0 vaccin. Après, on a commencé à vacciner, mais c'était la fin de l'alpha, ou ce qu'on appelle l'alpha maintenant, que nous on appelait Yucca. Mais vous voyez déjà, au niveau du delta, il y avait 1600 cas chez les vaccinés contre 5000 chez des non-vaccinés. Donc déjà, on voit qu'il y avait une proportion non négligeable, pas à peu près, vous voyez, un peu plus de 20%, 20-25%, un quart des gens qui étaient diagnostiqués ici, qui étaient vaccinés. Et là, quand on est au Omicron, on arrive là progressivement à la moitié, plus de la moitié à peu près, ou un peu moins, 40% des gens qui sont positifs ici, qui sont vaccinés. Donc on voit que la protection vis-à-vis de Delta n'était pas exceptionnelle, mais vis-à-vis de Omicron, elle est encore moins bonne. Et les cas sont aussi symptomatiques chez les vaccinés que les non vaccinés. C'est la même proportion. Les 2/3 des gens qui sont diagnostiqués ici, et qui ont un Omicron vacciné ou pas vacciné sont symptomatiques. Et les charges virales,
C'est-à-dire le nombre de virus qu'il porte est aussi important qu'il soit vacciné ou pas vacciné. Donc l'idée que quelqu'un qui est vacciné et positif est moins dangereux que quelqu'un qui n'est pas vacciné et pas positif relève du conte de fées. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. Donc ce qui est contagieux, ou bien alors il faut reprendre les maladies infectieuses au départ, les gens qui sont contagieux sont les gens qui sont porteurs d'un virus transmissible. Après, l'État, est-ce que peut-être qu'ils ne devraient pas l'être, mais en tout cas c'est comme ça, ils le sont, d'accord. C'était pire, on n'a pas ça dans Omicron, mais on avait ça dans le Delta, avec les données qu'on avait, peut-être ça changera sur Omicron. Avec le Delta, c'était pire, c'est-à-dire que les gens qui étaient vaccinés avaient plus de virus, non seulement par la PCR, mais ici, à la différence des autres endroits, on cultive les virus. Voilà, Bernard Scola a la plus grande collection de culture de ce virus au monde. Et donc, il y avait plus de virus chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés quand ils étaient positifs. Donc, on ne peut pas dire, si vous voulez vraiment éviter la contagion, il faut éviter que les gens soient porteurs de virus. Si c'est pas le vaccin, et de moins en moins, qui vous met à l'abri du portage du virus. Donc il faut arrêter de fantasmer, si vous voulez, sur le vaccin. Et globalement, je vais vous dire une chose sur laquelle je vais revenir. Il ne faut pas confondre le vaccin comme une partie de la connaissance scientifique et le vaccin comme une religion. Quelle est cette différence entre justement le vaccin religion et le vaccin science ? Mais quand on dit qu'on est pour les vaccins, on est rentré déjà dans la religion. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être pour tous les vaccins, quels qu'ils soient. Par exemple, dans le vaccin pour le Covid, il y en a 5, 6, 7 différents qui ont des activités différentes, des risques différents. On voit bien, d'ailleurs. Il fallait pas le dire, et même maintenant, je ne sais pas s'il faut le dire, mais enfin, il y en a qu'on a arrêté parce qu'ils représentaient des dangers chez les jeunes, en particulier AstraZeneca et Janssen, qui faisaient des thromboses des veines cérébrales avec des gens qui devenaient aveugles. Donc, vous pouvez pas dire je suis pour les vaccins. Je vous dis, attends, il y a certains vaccins qui n'ont pas d'effets secondaires embêtants, et il y en a qui ont des effets secondaires embêtants. Deuxièmement, il y a des vaccins qui n'ont pas d'utilité dans l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont locales. Pour les maladies qui sont locales, c'est important de se vacciner si vous y allez. Il faut pas le faire si vous y allez pas. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pas le vaccin qui est bien. Le vaccine, le premier vaccin était un vaccin qui était extrêmement mal toléré, pour lequel il y a eu énormément de problèmes. Et donc il a été arrêté quand il n'y a pas eu de variole parce qu'il y en a plus depuis 1974. Et donc c'est un vaccin qu'il faut pas faire. Il y avait une grande discussion à laquelle j'ai participé au moment de la suspicion de bioterrorisme, où la CIA faisait croire que Saddam Hussein avait ressorti le virus de la variole et qu'il y avait des modélisateurs de John Hopkins, justement, qui avait fait un film qui s'appelle Dark Winter, où il disait qu'il allait y avoir des millions de morts. Les Américains, de la même manière qu'ils ont fait la propagande pour le charbon, ont fait la propagande pour le risque de variole, ils sont allés jusqu'à vacciner à leur propre personnel, et on a découvert une maladie qu'on connaissait pas du tout avec la vaccine, qui était les myocardites. Et celui qui a le plus travaillé là-dessus, qui s'appelle Weinstein aux États-Unis, a estimé qu'il y avait 100 jeunes militaires qui étaient morts de la vaccine pour un fantasme, hein, quand même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas univoque. Et ça, la différence entre la religion et une théorie scientifique, ça a été très très bien expliqué par le plus grand épistémologiste, c'est-à-dire l'épistémologie, c'est l'histoire des sciences, et bien entendu, on ne peut pas comprendre la science si on ne comprend pas les erreurs de la science, on ne comprend pas l'analyse historique de la science. Moi, j'ai fait des cours d'épistémologie pendant 20 ans dans ma vie. Et le premier grand maître de l'épistémologie, c'est Karl Popper, et un des éléments pour lequel il est le plus connu, c'est ce qui différencie la religion d'une théorie scientifique, c'est la falsifiabilité, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de vous faire changer de théorie ou changer d'opinion. Si ça n'est pas falsifiable, si vous n'êtes pas capable de voir que c'est faux, eh bien, vous êtes sorti de la science pour rentrer dans la religion. Et donc, le fait de résumer les positions vis-à-vis de la stratégie vaccinale, vis-à-vis du Covid-19 dans certaines situations,
sans plus regarder les données. Ça veut dire qu'on a basculé sur un côté religieux qu'on voit dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, on voit dans plusieurs domaines une religion qui s'empare de phénomènes pour lesquels on est prêt à brûler les hérétiques. Hein. Là, ça s'est déjà fait. Là, on voit, vous voyez, on maudit ceux qui ne sont pas d'accord, on maudit ceux qui ne vous obéissent pas, sans que, on va le voir, il y ait de données scientifiques qui justifient d'avoir un tel développement de haine qu'on voit que dans les religions. Quand on parle de science, on ne doit pas manier la haine à ce point-là. Enfin, il faut pas le faire. Donc tout le discours haineux que l'on entend là, qui sont tous du même côté, hein, je sais ce qui est bon pour vous, vous devez le faire. Eh bien, ça veut dire que ces gens ont basculé dans l'idéologie, ont abandonné la connaissance qui change, qui évolue avec le temps, qui évolue et dont on doit tenir compte. Et alors là, effectivement, pour la vaccination, j'ai dit il y a plusieurs mois, je ne comprends rien à cette épidémie, à ces rebonds, je ne comprends rien. Alors il y a une partie maintenant que je commence à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer. Quand ce vaccin a été testé, et depuis tous ou pratiquement tous les travaux qui sont publiés reprennent cette donnée, qui est de dire on ne va pas compter ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination, parce que les gens ne sont pas protégés. D'accord. Et donc on ne regarde pas. Et puis, nous, on avait vu que, tiens, il y a beaucoup de cas qui surviennent justement après les injections. Mais cela, si vous les enlevez, vous enlevez une partie de l'information qui est très importante. Donc c'est une information que, par exemple, Pfizer n'a jamais donnée sur ce qui se passait dans les 15 jours après la vaccination en termes de Covid. Et puis il y a eu un papier qui est sorti dans New England qui est très ignoré, mais nous on l'avait vu parce que on était en train d'écrire le même et on s'est fait scooper. Donc ils ont publié avant nous, c'est les gens de Stanford qui regardaient le personnel de soins et qui disaient attendez, dans les 15 premiers jours après la vaccination, il y a beaucoup de Covid. Hein. Alors ils ont fait ensuite un deuxième papier en disant alors il y a deux moments, comme j'ai pu le présenter ici, un moment dans les 15 jours, 3 semaines après la vaccination, et puis 3 mois après, on était parce que le vaccin marche plus. Alors, nous, maintenant, on commence à comprendre qu'il y a une explication, c'est probablement des anticorps facilitants qu'il y a au début, et donc, ça veut dire que si ce que l'on pense est vrai, ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors, toute cette partie-là, l'énorme partie en bleu, celle-là, ils sont très honnêtes, hein, ils les mettent, mais ils disent après dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid quelques jours, ou une semaine, ou 10 jours après une injection. Et donc, pour des raisons X ou Y, on a des pistes qu'on est en train d'explorer, sur lesquelles on a des résultats préliminaires très intéressants, qui montrent que, effectivement, les injections sont suivies très communément d'un Covid documenté. D'accord ? Et donc, ça, au niveau épidémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là aussi, je vous dis, je regarde, et tout le monde peut regarder. Là aussi, il suffit de marquer Ontario vaccinate de Covid. Et là, on peut regarder sur Johns Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier. Vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Je ne sais pas s'il y en a moins. Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc, on peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. C'est pas vrai. Si on veut pas voir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. C'est pas vrai. C'est juste qu'on refuse de regarder les choses. Si on regarde précisément, vous regardez. Après, vous pouvez cocher sur chacun des pays et regarder ce qui se passe. Alors, là, par exemple, eh bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bien parce que c'est ceux qui sont les plus acharnés, là, sur le vaccin. Et s'ils sont les plus acharnés, c'est parce que c'est une réaction paradoxale. Ils y croient tellement, ils ont tellement forcé les gens à se vacciner qu'il n'y avait pas de cas. Hein, vous voyez, c'est les cas, il n'y en avait pas.
Ils ont fait une campagne vaccinale massive, et depuis qu'ils ont fait cette campagne massive, ils ont eu, vous voyez, il faut regarder cette colonne-là, là, c'est les 28 jours. Donc en un mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui représente 80% des cas qu'ils ont depuis le début de l'épidémie. Et ça, c'est ce qui suit leur énorme campagne vaccinale sur laquelle ils ont fait 44 millions d'injections. Donc ça, il faut vous réveiller un peu. Si vous regardez ça et que vous croyez que ça marche, vous avez un problème. Hein. Donc au moins, vous avez le droit d'avoir du doute quand même. Vous n'allez pas dire, écoutez, c'est tous les fous qui se vaccinent pas qui foutent les épidémies. Là. Ou bien alors, c'est pas vrai pour l'Australie, ça. Mais généralement, la science, c'est partageable. Alors vous pouvez regarder, par exemple, la Corée du Sud, vous voyez, c'est pareil, ils étaient assez tranquilles. Ils ont commencé à vacciner, ils ont vacciné massivement, hein, vous voyez, ils ont utilisé 108 millions de doses, vous voyez, et là, ils sont à un point où ils n'ont jamais eu autant de cas, vous voyez. Et là, ça représente à peu près 25% des cas depuis le début de l'épidémie, alors que la Corée était un modèle. Voilà, c'était un modèle, et puis, pouf, ils vaccinent, et d'un coup, ils se retrouvent avec une épidémie absolument considérable. Vous regardez maintenant Singapour, c'est pareil, ouais, il n'y avait pas de morts, ils étaient tranquilles, pas de cas, ils étaient tranquilles. Ils font une campagne vaccinale, et avec la campagne vaccinale, ils sont juste à la fin de la campagne vaccinale, là, ils se retrouvent avec une épidémie, un nombre de morts absolument considérable. Regardez le Danemark, moi je citais souvent le Danemark jusque-là, mais moi je n'ai pas peur de changer mon opinion. Jusque-là, je trouvais que le Danemark c'était des gens qui avaient bien géré l'épidémie, avec relativement peu de morts, hein, les échelles sont pas les mêmes, bien sûr. Et puis, hop, on commence une grande campagne vaccinale, et là, le Danemark se retrouve avec un nombre là, le nombre de cas qu'ils ont eu depuis un mois, ça représente la moitié des cas qu'ils ont eu depuis le début de l'épidémie, juste après les campagnes vaccinales. D'accord ? Là, si vous regardez la France, vous voyez le nombre de doses vaccinales qui ont été faites dans le dernier mois, c'est 15 millions de doses vaccinales, et le nombre de cas, c'est 380 000 cas, c'est-à-dire 25% des cas qu'on a eu depuis le début de l'épidémie. Donc, dire que les stratégies vaccinales dans le monde ont permis d'avoir un contrôle de la maladie, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais attendez, c'est peut-être passé la même chose partout. Non, pas du tout. On est en train de faire un travail, c'est dans les pays dans lesquels il y a eu le moins de vaccination, ou le pays dans lequel on a le plus utilisé les vaccins inactivés, dans lequel il y a le moins de cas, mais de manière extrêmement significative. Donc, les vaccins là que l'on a, ARN et ADN, n'ont pas permis du tout le contrôle de la maladie, ont peut-être joué un rôle sur sa sévérité, mais dans une maladie qui ne s'avère pas très très sévère, on se demande ce que ça fait, mais en tout cas, ça justifie pas qu'on menace les gens, ni qu'on les insulte, ni qu'on les empêche de vivre, en tout cas. Donc là aussi, l'intelligence, en particulier face à des maladies inconnues, à des vaccins inconnus, parce qu'on n'avait jamais fait ce type de vaccin. Puis les vaccins sur les maladies ARN, en général, vous savez, c'est pas très splendide, hein, vous n'avez qu'à regarder la grippe. Tous les ans, on est obligé de faire un réaménagement, ça protège qu'une partie, le taux de vaccination se situe entre 50 et 70%, en particulier chez les sujets les plus âgés qui sont les plus à risque. Donc on sait bien qu'on a des problèmes avec ça. Et là, les temps d'évaluation plus le fait de négliger complètement, parce qu'on ne savait pas, on savait, le seul point qu'on savait, c'était pour la dengue. On savait que si on vaccinait les gens pour la dengue, maintenant on ne vaccine les gens contre la dengue que les gens qui ont déjà eu la dengue. C'est quelque chose qu'il faudra sûrement évaluer pour le Covid. Pourquoi ? Parce que il y a des anticorps facilitants après la vaccination, et donc si vous êtes exposé à la dengue, et que vous faites une dengue alors que vous avez été vacciné, vous faites une forme beaucoup plus sévère que si vous n'êtes pas vacciné. Donc le vaccin tue plus les gens qui vont faire une dengue, si vous n'avez pas déjà eu de dengue, que les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc maintenant, vous pouvez regarder ça sur n'importe quel site, l'OMS, on ne recommande le vaccin chez les enfants que chez ceux qui ont déjà fait une dengue. Parce que sinon, ils risquent de faire des formes plus graves. Donc,
vous voyez bien que le vaccin, c'est pas si simple, c'est pas un miracle, c'est pas une baguette magique, ça doit être adapté à la situation. Ça, c'était de l'observation. Il se trouve qu'on m'avait demandé, à titre personnel, mon avis sur la dengue, que je l'avais dit, ça, une dizaine d'années, en disant, faites attention, les deuxièmes dengues sont plus graves que les premières, et donc si vous vous vaccinez, vous savez pas ce qui se passera après. Bon, j'ai prêché dans le désert. Mais peu importe, ça veut dire qu'on savait ça. Moi, je l'avais vu parce que j'ai vu beaucoup de dingues quand j'ai fait mon service militaire à Tahiti. Donc, et on voyait bien que les gosses qui avaient déjà fait une dingue faisaient des dingues hémorragiques. Ceux qui faisaient leur première dingue, ils faisaient un truc qui passait relativement facilement. Donc, chaque situation, donc il y a des vaccins dont on sait qu'ils aggravent les choses. C'est pas une nouveauté. Ça veut dire que c'est pas une baguette magique. Hier, je me rappelle, c'est une des raisons pour lesquelles je veux plus aller dans les plateaux télé. Il y a un de ces intervieweurs là qui m'expliquait ce que c'était la poliomyélite. Ça fait 2 ans qu'on a plus de poliomyélite vaccinale, c'est-à-dire qu'on induit des poliomyélites qu'il n'y a de poliomyélite naturelle. On a réintroduit avec des vaccins vivants, là c'est l'inverse de ce qu'on fait là maintenant, on a réintroduit dans des continents dans lesquels ça avait disparu depuis 30 ou 40 ans de la poliomyélite à cause des vaccins. Donc ça veut dire, c'est pas tous les vaccins qu'il faut arrêter. Ça veut dire, il y a des vaccins qui marchent très bien, il y en a y compris qui sont pas remboursés en France, il y en a qui marchent pas, il y en a qui sont dangereux. C'est comme ça. C'est pas une baguette magique. C'est pas de la religion. C'est de la connaissance. Et quand la connaissance évolue, nos stratégies doivent évoluer. Sinon, c'est comme si on était mort avant qu'on sache ce qui s'était passé depuis. On peut pas s'arrêter de penser, on peut pas s'arrêter d'analyser les choses. Voilà. Ensuite, je veux faire juste une mise au point là aussi parce que j'ai été mis en cause d'une manière qui m'ennuie sur les habitants de cette ville dans les quartiers nord où on est allé faire de la propagande en disant que les gens des quartiers nord n'étaient pas vaccinés et que du coup il y avait plus de gens malades dans les quartiers nord et plus de Covid dans les quartiers nord. C'est de la propagande, c'est pas vrai encore, c'est une de propagande en plus. Vous voyez, nous ici, il y a, vous voyez, on a des systèmes de surveillance, donc on voit très bien quartier par quartier le nombre de gens qui viennent se faire tester, ceux qui sont positifs. Et on voit très bien qu'il n'y a pas plus de positifs et pas moins de positifs d'ailleurs dans le quartier nord que dans les autres. Ici c'est un biais, c'est là où est l'IHU. Donc quand les gens connaissent pas l'adresse, ils mettent l'adresse de l'IHU. Donc il n'y en a pas plus dans le 5e. Mais nos amis pompiers de la ville de Marseille nous donnent des éléments de surveillance très très fiables qui prédisent vraiment les épidémies, qui détectent les épidémies, je veux pas dire prédire, qui détectent les épidémies plus précocement. Et vous voyez, ça c'est la ville de Marseille, ça c'est les quartiers nord. Vous voyez qu'il n'y a pas plus de quartiers nord, et même actuellement, c'est les quartiers les plus riches. Peut-être c'est le retour du ski, vous voyez, qui sont les plus affectés. C'est pas les quartiers nord. Donc il faut arrêter de stigmatiser les gens des quartiers nord parce que c'est pas bien, y compris quand on croit bien faire ou quand on veut moi me faire du mal. D'abord, je m'en fiche. Et ensuite, c'est pas bien d'insulter les gens, de les stigmatiser en disant que c'est des imbéciles et qu'ils devraient se vacciner. Et la preuve, c'est qu'ils ont des épidémies. C'est juste faux. Et là aussi, il faut arrêter. Face à la réalité tangible et mesurable, il faut changer d'avis. On peut pas garder le même avis tout le temps parce que la connaissance augmente et qu'on doit changer avec la connaissance. Vous dites toujours qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais que va-t-il se passer avec Omicron? Le savez-vous? J'en sais rien, mais on a des éléments qui nous permettent de réfléchir un peu différemment. D'abord, sur cette première fiche, vous voyez que ça, c'est les variants. Je m'excuse de parler toujours des variants. Vous voyez, c'est le premier variant qu'on ait trouvé. C'est le premier variant décrit au monde. Et il a toujours pas considéré le variant. Mais vous voyez, qu'on a appelé Marseille 4, vous voyez que c'est lui qui a fait toute il est né en France, hein, dans les élevages de visons, et c'est lui qui a fait tout ça. D'accord? Après, il y a eu, en Espagne, un autre variant qui est né très précocement, que nous, on a détecté assez tôt ici, l'été aussi, qu'on a appelé Marseille 2, mais qui s'est pas implanté ici. Je sais pas pourquoi il y en a un qui s'est implanté, pas l'autre, j'en sais rien du tout. Mais c'est lui qui s'est implanté en Angleterre. C'est probablement la raison d'ailleurs pour laquelle les Anglais n'ont pas baptisé Marseille 2, c'est parce qu'il y en a eu très peu ici, vous voyez. Et en Angleterre, ils ont été probablement un tourisme espagnol plus important des Anglais qu'en France. Et donc, ils ont eu ça. Ensuite, le rouge, là, que vous voyez, c'est l'anglais. Et puis ensuite, le vert, là, c'est le delta. Et donc, au Danemark, vous voyez qu'ils ont eu, en fonction de leur voyage touristique, ils ont eu
un petit mélange des virus qui circulaient par ailleurs, et puis ensuite ils ont fait comme tout le monde, comme nous, ils ont eu le variant anglais, et puis le variant Delta. Nous ici, vous voyez, on a eu les variants sud-africains, parce que on a une population comorienne assez importante en France et qui a été contaminée par cette épidémie. Donc vous voyez que il y a des variants, bien sûr, et que ces variants ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, et que on ne sait pas pourquoi il y en a un qui prend le dessus sur un autre. C'est quelque chose qui est étrange. Pour l'instant, j'ai pas la moindre explication. En revanche, du coup, ce Marseille 4, on l'a étudié de manière extraordinaire. On a fait pratiquement 10 000 génomes complets, séquences complètes, pour comprendre comment un virus apparaissait, se diffusait. Pourquoi il donne ces courbes bizarres et pas une courbe banale, vous voyez, ça l'est relativement plus banale. Pourquoi il donnait ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un papier qui est en ligne aussi, qu'on peut regarder, et que vous voyez ici, vous voyez, qui est le Marseille 4. Vous voyez ce qui se passe? Vous avez régulièrement une mutation, petit changement, qui rend le virus plus efficace. Et ce virus cause une épidémie. Celui-là est absolument typique, c'est celui qu'on appelait 4B. Il a 4 mutations, il arrive ici, ouf, il donne une épidémie incroyablement violente, ici. Ça va être janvier. C'est celui qui va tuer le plus de tous, celui-là. Chez nous, en France, à ma connaissance. Quand on soigne les malades, quand on soigne pas les malades, il y a plus de morts. C'est pour ça que, mais nous, on les a tous soignés. Donc, c'est des gens qui ont été ici. Donc, s'il y a plus de morts ici, c'est que le virus avait quelque chose de plus. Et vous voyez, ils ont, à chaque fois, on a mesuré, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a un nouveau mutant qui apparaît, vous voyez, un linéage, ce qu'on appelle les variants, c'est quand ils ont plus de 5 mutations et plus de 50 cas, c'est un variant. Les autres, c'est des mutants, mais c'est des mutants qui peuvent initier une nouvelle petite épidémie, et ça explique que, en particulier, vous voyez, ici, ça baissait. Alors, quand on regardait l'évolution de l'épidémie, ça baissait, et puis hop, ça remonte ici, et c'est en grande partie lié à ce nouveau variant qui est arrivé, qui est en réalité une autre épidémie. D'accord? Donc c'est des épidémies différentes. Et qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Eh bien, vous regardez au fur et à mesure, vous voyez, les mutations, alors non seulement, bien sûr, il y a des mutations, mais elles ont un rythme tout à fait régulier, c'est-à-dire que en moyenne, il y a une mutation tous les 15 jours, sur toutes les branches virales. Et au bout d'un moment, ça veut dire qu'elles se dispersent, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes mutations. Et quand vous arrivez à ce degré de dispersion-là, quand un nouveau clone ou un nouveau sous-linéage a accumulé un certain nombre de mutations, en moyenne 7 à 8 mutations, en réalité, il disparaît. Parce qu'il est trop dispersé, et que ces petites mutations, qui n'ont pas d'effet favorable, c'est-à-dire qui ne permettent pas de refaire une nouvelle branche, ont un effet, en s'accumulant, défavorable, qui fait qu'ils s'épuisent. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y en a de moins en moins de chaque linéage, et finalement, ils sont épuisés, et donc ça donne une forme, ça c'est mon ami Hervé Chaudet qui a fait ça donne une forme en entonnoir, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de divergences, et quand on est arrivé à un certain degré de divergence, ça s'arrête. D'accord, il n'y a pas un autre clone pour reprendre. Là, on aurait pu penser que ça allait s'arrêter là, puis pouf, il y a un nouveau clone qui est apparu, et hop, qui a redonné une petite épidémie. Donc ça, maintenant, si on essaie d'appliquer ça et d'essayer de le comprendre, ça, par exemple, c'est ce qui se passe sur le variant Delta, pour lequel on a aussi beaucoup de séquences, grâce à Emergen, c'est le gouvernement qui nous a permis d'avoir un équipement qui nous permet de faire ça, et donc vous voyez que quand ils font quelque chose de gentil pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour le pays, je le dis, je suis neutre, j'utilise EHPAD, le Novasec, tout ça, c'est des points positifs. Après, le reste, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est mon droit comme citoyen, et c'est mon devoir comme scientifique. Vous voyez que c'est ce qui s'est passé pour le Delta à partir d'un certain point, à partir d'un certain nombre d'accumulations de mutations dans chacune des sous-branches. Tout ça, c'est des sous-branches différentes du Delta. Et donc, c'est pas une épidémie. Vous voyez, toutes ces branches-là sont des épidémies différentes, des petites épidémies différentes qui ont commencé avec une mutation spécifique qui leur a permis de se développer. Et vous voyez qu'à partir d'un certain nombre de mutations, que vous voyez mieux sur ce dessin-là, vous voyez, là on regarde les rapports
génétique des virus entre eux, tandis que là, on regarde l'apparition des mutations. Vous voyez que sur chaque branche, au bout de 7-8 mutations, la branche s'arrête. Et donc, on peut dire que quand il y a, sur ce que nous avons observé jusqu'à maintenant, quand il y a une nouvelle branche qui apparaît, quand elle a accumulé 7, 8, 9 mutations, elle disparaît. Et si vous ramenez ça à chaque mutation, en paraît, il y a une mutation nouvelle tous les 15 jours, ça veut dire que 7, 8 mutations, c'est la durée d'une épidémie avec un clone unique, ça veut dire 3 mois et demi, 4 mois. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on en est pour Omicron? Eh bien voilà, Omicron, ça c'est les séquences que nous avons nous, vous voyez. Voilà, il y a une divergence déjà très très extraordinaire de ces Omicron. Il y a plein de nouveaux clones qui apparaissent. Et là, vous voyez, si on regarde quel est le nombre de mutations dans chaque clone, vous voyez qu'on n'en est pas à 7 ou 8, donc on en est plutôt à 3, 4. D'accord? Et ça, si ça se passe avec Omicron comme avec les autres, c'est-à-dire qu'il y en a encore pour 3 mois, 2 à 3 mois. Enfin, 2 mois. Voilà. Si ça se passe comme les autres. Donc si le profil que nous avons défini pour le Marseille 4, avec plus de 10 000 séquences, on a des capacités d'analyse de séquences qui n'existaient pas avant, et donc on peut prendre un clone et le surveiller. Et pour 4, on a la chance parce que, comme il est né en France et que la première séquence c'est nous, et qu'il est mort en France, on a eu toute son histoire. Donc on peut raconter toute son histoire. Alors, est-ce que toutes les histoires de Covid vont être les mêmes? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, pour celui-là, on peut raconter toute son histoire. Et donc, on a raconté toute son histoire. Et à partir de ça, on déduit que les autres histoires risquent d'être les mêmes. En tout cas, c'est ce que l'on pense, c'est qu'il y a un cycle et que c'est des virus qui ont une dynamique cyclique. Voilà. Est-ce que ces cycles vont être corrélés avec la saison? J'en sais rien du tout. On avait l'impression, c'est un des éléments de l'écosystème qui joue certainement dans l'épidémie, en particulier parce que ça joue sur les comportements interhumains. Je ne sais pas si les interventions humaines jouent sur la durée de la maladie, parce que si ce que je dis est vrai, de toute manière, la fin de l'histoire du virus, c'est quand il a eu suffisamment de temps pour accumuler suffisamment de mutations, et que ces mutations, elles arrivent tous les 15 jours. Que donc, peut-être que le nombre peut changer en fonction des mesures que l'on prend, mais la durée de l'épidémie, elle est probablement simplement liée au nombre de mutations que le virus est capable d'accumuler, donc du temps. Et donc, c'est probablement la raison pour laquelle les épidémies, y compris les épidémies bactériennes, les épidémies virales, à un moment s'arrêtent. Donc, on sait bien que dans les épidémies anciennes, la variole, c'était pas permanent. La variole, il y avait des poussées épidémiques, et puis ça disparaissait, et puis les poussées épidémiques. Alors on peut pas les analyser dans le détail, le truc de variole ancienne, parce qu'en France, on n'a pas le droit de séquencer le virus de la variole ancienne. Pas le droit de séquencer. Un de nos collègues qui avait fait ça à Toulouse à cause des lois sur le bioterrorisme sorties du fantasme de la variole, interdisent de séquencer plus de 500 bases sur des virus anciens, alors qu'il y a 70 génomes entiers qui ont été publiés. C'est une réglementation. Donc, ça ne nécessite pas d'être confronté à la connaissance non plus. C'est juste le malheureux qui a fait ça a été convoqué, menacé de prison. Donc, c'est les Allemands qui ont fait le génome. Peu importe, on vit dans un monde dans lequel on peut utiliser les données des autres, mais nous, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Mais sinon, ça serait extrêmement intéressant d'essayer de retrouver des anciens foyers de variole pour séquencer, pour voir si effectivement, maintenant on sait que c'est vrai pour la peste, hein, chaque fois c'était des variants différents, et pas du tout, il y avait une grande théorie, mais qui était une théorie de l'époque, hein, de la fin des années 50, il y a eu 3 grandes pandémies avec 3 microbes différents. C'est pas comme ça du tout, c'était des variants à chaque fois, et donc, parce que maintenant on a une quantité de séquences de génome de la peste qui nous permettent de comprendre ça, qu'on n'aurait pas compris sans ça. Donc c'est la connaissance qui doit nous obliger à changer d'hypothèse, et si on n'est pas capable de changer d'hypothèse, c'est qu'on a basculé dans la religion. Voilà. Merci.